Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce deuxième volet du Focus FEDE International dédié aux USA. Nous allons traiter dans ce volet des nouvelles règles douanières. Nous avons le plaisir d'accueillir Marc Dagorn, qui est conseiller douanier pour l'Amérique du Nord à l'ambassade de France. Je profite d'avoir la parole pour remercier nos partenaires qui sont le Coterie, qui sont bien sûr l'ambassade de France, mais également Business France, qui ont rendu possible ce webinaire, ainsi que le défi, qui soutient et accompagne nos actions. Donc aujourd'hui, au programme, nous avons deux questions principales. La première est quels sont les nouveaux taux qui s'appliquent aux produits de l'habillement vers les US? Et deuxième question qui brûle les lèvres, que peut-on espérer et comment procéder pour lancer une procédure de remboursement pour les trop payés en douane suite aux décisions récentes du gouvernement américain? Donc, Marc, je vous remercie de bien vouloir être avec nous aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup Anne-Laure, bonjour à toutes et tous. Donc merci de me donner l'opportunité de présenter devant vous la situation tarifaire américaine au jour d'aujourd'hui, donc au 16 avril 2026. Donc ce support est à jour à date, mais évidemment sujet à évolution compte tenu des changements très réguliers, des évolutions permanentes en tout cas sur ce cadre juridique tarifaire américain. Alors, je vais débuter directement par les différents droits en vigueur aux États-Unis au 16 avril 2026, donc encore une fois. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que avant que la nouvelle administration américaine n'entre en fonction, donc en janvier 2025, les importations en provenance d'Union européenne, enfin originaires de l'Union européenne à l'entrée aux États-Unis, étaient frappées d'un taux de droit de douane de 2,5% au titre de la nation la plus favorisée, puisque l'Union européenne étant membre de l'Organisation mondiale du commerce, elle bénéficiait à l'entrée sur le marché américain d'un taux moyen de droit de douane de 2,5% préférentiel au titre de la nation plus favorisée appliquée pour les adhérents à l'Organisation mondiale du commerce. Lorsque l'administration est entrée en fonction, elle a annoncé la mise en œuvre de droits de douane additionnels à partir d'avril 2025, donc qui ont été mis en place à partir du 9 avril 2025, et qui sont des droits qui ont été décrétés par le président américain, et c'est important, au titre de la situation qu'il jugeait d'urgence, de rétablir le déficit ou de réduire le déficit commercial américain record de 2024 qui était à 920 milliards de dollars sur l'année, et également pour mieux lutter contre les exportations chinoises dans le fret express de drogue de synthèse, le fentanyl, donc qui fait des ravages tous les ans aux États-Unis, plus de 50 000 morts. Donc le président, sur la base de ces deux constats, a décrété des droits de douane additionnels, IEPA, à compter du 9 avril 2025, qui sont venus s'ajouter au taux de droits de douane de la nation la plus favorisée de 2,5%. Donc on parle bien de droits additionnels, de droits IEPA additionnels. Et au total, ces droits ont permis à l'État fédéral américain de collecter plus de 150 milliards de dollars depuis leur mise en œuvre. Alors, le 20 février 2026, patatras, la Cour suprême américaine décrète ces droits de douane illégaux, car elle a jugé tout simplement que ces droits ne devaient pas être mis en place sur décision du président américain, mais sur décision du Congrès américain. Et donc, on est bien sur une situation de répartition des pouvoirs. En tout état de cause, ces droits ont été décrétés illégaux par la Cour suprême, jugés illégaux par la Cour suprême américaine. Et donc, un jugement postérieur a enjoint l'administration américaine a remboursé l'ensemble de ces droits qui ont été perçus donc illégalement par l'administration américaine.
Alors, je précise que sur la base de ces droits d'urgence mis en place en avril, l'Union européenne et les États-Unis avaient conclu à l'été 2025 un accord bilatéral dit de Turnberry, du nom du club de golf de Trump en Écosse, un plafonnement des droits appliqués aux produits européens. Je vous rappelle que donc on avait un droit de douane de 2,5% de base, plus des droits additionnels. Eh bien, l'Union européenne et les États-Unis s'étaient entendus pour que le total ne dépasse pas les 15%, sauf si il existait des droits préexistants supérieurs à 15% éventuellement. Alors, cet accord, comme les droits additionnels, n'existe plus. En tout cas, l'accord, pour l'instant, il est suspendu, puisque donc les droits, d'urgence ont été jugés illégaux et ne sont plus en vigueur. En remplacement, l'administration américaine a décrété, et c'est le président à nouveau qui l'a décrété, des droits universels qui s'appliquent à l'encontre de tous les partenaires commerciaux de manière indifférente. Alors qu'on avait des taux différenciés sur les partenaires. Aujourd'hui, tout le monde se voit appliquer un taux de 10% depuis le 24 février dernier à minuit. Le président, sur son réseau social Truth Social, a annoncé un relèvement de ses droits à 15%, mais ce relèvement n'a pas été mis en œuvre au moment où je vous parle. On a toujours cette menace, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors, au total, les produits européens, aujourd'hui, sont frappés du droit préexistant de 2,5%, auquel s'ajoutent des droits additionnels de 10%, et donc pour un taux moyen de 12,5%. Au passage, vous relevez que le plafonnement de 15% prévu dans le cadre de l'accord de Turnberry n'est pas atteint, et donc l'Union européenne a gagné finalement 2,5% en moyenne de taxation, si je puis dire, pour l'importation de ces produits sur le marché américain. Voilà. Alors, comment vérifier la taxation effective de votre produit? Eh bien, je vous invite à aller consulter la base de la Commission européenne qui s'appelle Access to Market. Vous rentrez le code tarifaire, le code douanier de votre marchandise. Vous précisez que vous exportez vers les États-Unis et vous aurez donc le taux qui s'applique à votre produit. Alors, je précise que, les droits 122 et la proclamation présidentielle qui les a mis en œuvre comportent en annexe, un certain nombre d'exonérations, mais qui concernent principalement les produits de l'aéronautique, des médicaments et des produits, en fait, pour lesquels les États-Unis dépendent, en fait, de leurs fournisseurs étrangers pour leur approvisionnement. Alors ça, c'est le cadre général des droits de douane appliqués à l'importation aux États-Unis, et c'est ce qui concerne vos productions. Vous avez également deux autres types de droits dont je pense utile de vous parler, qui s'appliquent également à l'entrée aux États-Unis, parce que ce sont ces droits-là aujourd'hui qu'il va falloir surveiller, parce que ces droits sont mis en place à l'issue d'enquêtes initiées par l'administration américaine. Alors, ce sont deux types de droits différents. Ce sont d'abord des droits qui concernent des secteurs de production que l'administration américaine juge menacés par le niveau des importations. C'est ce qu'on appelle les droits 232. Ça concerne l'acier, le cuivre, l'aluminium, l'automobile, le bois d'œuvre, les médicaments, aussi certains types de médicaments. Et vous avez une liste très importante et sans cesse croissante de secteurs de production qui sont placés sous enquête par l'administration américaine. Alors, ces enquêtes sont contradictoires. Vous avez donc les producteurs de ces produits sur le marché américain qui disent « je suis menacé par des importations qui me fragilisent et qui sont jugées déloyales ». Et donc, l'administration, dans le cadre d'une enquête contradictoire, peut décréter la mise en place de droits sectoriels à l'issue des investigations. Donc, il faut surveiller que vos productions éventuellement ne soient pas concernées par ce type d'enquête.
Troisième catégorie de droits, ce sont des droits également mis en place à l'issue d'enquêtes réalisées par l'administration américaine. C'est ce qu'on appelle des droits géographiques ou des droits 301, comment dire, selon le numéro d'article du Code du commerce américain qui les prévoit. Donc là, vous avez des pays qui sont ciblés cette fois à l'issue d'enquêtes et qui ciblent toutes les importations en provenance d'un pays pour un secteur de production. Ici, vous avez l'exemple de la Chine, c'est principalement la Chine qui est visée, pour les semi-conducteurs, les panneaux solaires à 50%, la construction navale également. Alors, si je vous parle de ça, c'est pas tant pour la Chine, c'est que la France et les pays européens sont également sous enquête pour ces catégories de droits, notamment parce que nous envisageons en France et dans plusieurs États membres de l'Union européenne de mettre en place une taxe sur les services numériques. Voilà, les GAFAM aujourd'hui ne sont pas taxés pour leurs activités ou très faiblement taxés pour leurs activités réalisées en France et dans d'autres États membres, enfin dans tous les États membres. Et donc, ces États membres envisagent de taxer ces activités réalisées sur leur territoire. Eh bien, les États-Unis contestent aux États membres de l'Union européenne la possibilité de taxer ces services et à placer les États membres concernés, la France, l'Italie, la Belgique, etc., l'Autriche, sous enquête. Et on attend là aussi l'issue et le jugement de l'administration américaine qui pourrait se traduire par la mise en place de droits additionnels qui pourraient se rajouter au droit 122 et au droit MFN que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on aurait une triple couche de taxation, si vous le voulez. Je précise que les droits 301 peuvent s'ajouter au droit 122 et au droit MFN, alors que les droits 232 ne viennent s'ajouter qu'à la taxation MFN préalable. Voilà, donc, et supplantent de facto les droits 122 pour les secteurs de production qu'il vise. Voilà donc la structure de la taxation douanière à l'importation aux États-Unis, telle qu'elle existe au 16 avril 2026. Alors, quelles sont maintenant les perspectives sur ces droits de douane? Alors, les droits 122, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une échéance. Ils ne sont valables que 150 jours et leur échéance est au 24 juillet prochain. L'administration américaine a d'ores et déjà indiqué qu'elle trouverait un moyen juridique pour continuer à mettre en place des droits de douane parce qu'elle en a besoin tout simplement en termes de recettes pour équilibrer un budget fédéral qui est largement déficitaire. On a des taux de déficit budgétaire à hauteur de 8%. Je vous rappelle pour mémoire qu'en France, on est à 5% et on juge la situation évidemment est logiquement préoccupante. Voilà, donc le gouvernement fédéral américain a besoin de ces recettes et a d'ores et déjà indiqué que les droits 122 seraient de toute façon remplacés par d'autres droits de douane avec d'autres cadres juridiques. Au moins des droits 232 et des droits 301 que j'évoquais précédemment. Élément d'assurance, l'administration américaine a indiqué que les accords commerciaux conclus avec les partenaires depuis le mois d'avril 2025 seraient respectés. Et donc, ce qui veut dire que les taxations frappant l'Union européenne ne devraient pas excéder le taux de 15% plafonné prévu donc dans le cadre de l'accord de Turnberry, donc à l'issue, à l'expiration des droits 122. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces droits 122 sont contestés devant les juridictions par des États des États-Unis, des États fédérés, qui sont républicains, démocrates du reste, par des entreprises, par des élus démocrates, etc. Il y a un enjeu, en tout cas, les droits 122, du point de vue de ces plaignants, comment dire, vise à équilibrer un déficit de la balance des paiements. Or, la balance des paiements aux États-Unis est excédentaire puisque
les flux financiers sont extrêmement positifs et viennent largement compenser le déficit commercial américain. Donc voilà, ça c'est à suivre évidemment. Les parties prenantes ont été entendues le 10 avril, donc la semaine dernière seulement, et donc on a une décision judiciaire à venir. Donc il pourrait tout simplement suspendre là aussi la mise en œuvre de ces droits 122 avant même leur expiration. Donc les enquêtes 232 et 301, je les ai évoquées, je ne reviens pas plus dessus, si ce n'est que quand même, l'administration américaine a indiqué qu'elle ajusterait ces taux 232 et 301 qui pourraient être pris pour quand même rester dans les limites prévues dans les accords commerciaux conclus. Donc, de notre compréhension au moment où je vous parle, a priori, quand bien même il y aurait des droits 232 ou 301 qui seraient appliqués à l'encontre de secteurs de production ou d'États membres de l'Union européenne, a priori, le taux pourrait être plafonné à 15%. Mais ce n'est pas la logique quand même de ces enquêtes, donc il faut être très vigilant sur l'issue de celle-ci et les décisions de l'administration américaine. Alors, évidemment, ce qui concerne l'Union européenne, c'est l'accord de Turnberry et son devenir qu'il faut suivre. Cet accord est suspendu pour l'instant, puisque et je vous rappelle qu'il avait été conclu sur la base de droits additionnels IEPA, donc le 27 juillet 2025, et donc cet accord pour l'instant ne trouve plus à s'appliquer puisque on est face à des droits 122 qui sont plus avantageux que ce qui est prévu par Turnberry. Alors néanmoins, les travaux de mise en œuvre de cet accord se poursuivent puisque je vous rappelle que l'administration américaine a indiqué qu'elle remonterait les droits à 15% pour respecter ce qui a été prévu dans le cadre des accords. Et le Parlement européen a voté la semaine dernière en commission la poursuite des travaux de mise en œuvre de Turnberry. Vous avez peut-être suivi ça dans l'actualité. 3 clauses sont assorties de la poursuite de la mise en œuvre des accords de Turnberry. Je précise que côté européen, on a prévu un démantèlement complet des droits de douane à l'encontre des produits industriels, au profit des produits industriels américains. Alors même que nous allons, pour nos produits industriels, être taxés à hauteur de 15%, certes plafonnés, mais taxés à 15%. Donc du coup, le Parlement européen a prévu 3 clauses de précaution, on va dire, pour poursuivre les travaux de mise en œuvre de Turnberry. Première clause, une clause dite Sunrise, c'est-à-dire que le démantèlement tarifaire européen sera conditionné au respect par les États-Unis d'un plafonnement à 15% des importations européennes. Et en cas de non-respect, l'Union européenne, via le Parlement, se réserve le droit de suspendre les tarifs préférentiels, donc démantelés, au profit des produits industriels américains. Vous avez également une clause Sunset qui prévoit une échéance automatique au 31 mars 2028 des mesures de démantèlement, sauf accord du Parlement et de la Commission. Donc on a quand même une clause de revoyure, si vous me passez l'expression, au 31 mars 2028. Troisième élément, voté par le Parlement, une clause de sauvegarde. Évidemment, le démantèlement des droits de douane sur les produits industriels américains peut potentiellement fragiliser des secteurs européens de production. Et donc le Parlement a prévu là aussi une clause de sauvegarde qui permet, lorsqu'un secteur se jugera trop menacé par les importations américaines, de suspendre tout simplement le démantèlement tarifaire européen. Alors, autre élément important prévu dans le cadre des négociations de Turnberry entre les États-Unis et l'Union européenne, la négociation de règles d'origine communes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un accord de commerce, traditionnellement, qui mettent des années à se négocier, vous avez une négociation ligne tarifaire par ligne tarifaire, donc catégorie de produits par catégorie de produits, dont l'objectif est d'aboutir à des règles communes de part et d'autre chez les partenaires pour définir l'origine, c'est-à-dire la nationalité du produit. Et donc, on s'entend sur des règles d'obtention
qui permettent le bénéfice, en tout cas du démantèlement tarifaire prévu à l'accord de commerce. Bon, là, Turnberry, c'est pas du tout le cas. On n'a pas du tout discuté pour l'instant des règles d'origine qui permettraient de bénéficier de l'accord. Mais c'est très important justement de définir des règles d'origine en dehors d'un accord de commerce parce que, comment dire, elles ne sont pas identiques. Vous avez en dehors des accords de commerce des règles qui sont propres aux différents pays. Et donc, il est important, en tout cas, que les États-Unis et l'Union européenne puissent s'entendre sur la détermination de règles d'origine communes. En tout cas, pour que les taux, le démantèlement côté européen ou le plafonnement à 15% trouvent à s'appliquer. Dans Turnberry, il était également prévu des exemptions pour les alcools et les spiritueux et également des discussions, des négociations sur de la détermination de quotas, notamment pour l'acier et l'aluminium, à l'importation aux États-Unis, puisque les producteurs européens sont frappés actuellement, au moment où je vous parle, d'un taux pouvant s'étager de 50% à 10% minimum. Voilà. Et donc, quid du devenir de Turnberry au regard de l'irritant que constitue la taxe sur les services numériques qui est prévue par un certain nombre d'États membres, mais également les États-Unis mettent dans la balance des discussions tout ce qui encadre l'activité des plateformes numériques en Europe, c'est le Digital Services Act et le Digital Market Act, qui tous les deux encadrent donc et régulent les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Régulation que contestent les États-Unis. Et vous savez que les leviers tarifaires constituent des leviers de négociation pour tout domaine de discussion, y compris hors commercial. Hein. Alors, autre élément important à avoir en tête, c'est que l'accord de libre-échange qui organise justement les échanges commerciaux entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, cet accord, il est en cours de renégociation. Et c'est important parce que beaucoup de producteurs français utilisent notamment le Canada, voire le Mexique, pour faire de la production et ensuite, vendre leurs produits sur le marché états-unien. Les négociations sont extrêmement difficiles, notamment entre le Canada et les États-Unis. Il y a quand même un échange, d'invectives de manière régulière. Donc c'est très compliqué. Avec le Mexique, ça se passe beaucoup mieux. Mais on attend un premier résultat des négociations au 1er juillet 2026. Ce sera extrêmement important, notamment si parmi vous, il y a certains qui utilisent le Canada ou le Mexique comme plateforme de production, de finalisation des productions avant de les vendre sur le marché américain. Alors, je poursuis très rapidement avec quelques éléments statistiques sur l'impact, évidemment, de la mise en œuvre de cette politique tarifaire américaine sur les échanges entre l'Union européenne et les États-Unis, avec un focus sur la France. Vous avez ici un diagramme qui présente depuis décembre 2024 jusqu'à décembre 2025 l'évolution des échanges entre les États-Unis et l'Union européenne, mais également entre la France et les États-Unis. Et vous pouvez voir des échanges extrêmement fluctuants tout au long de l'année, avec un stockage avant la mise en œuvre des droits de douane, donc entre décembre 2024 et mars 2025, avec une forte croissance des exportations françaises, tout particulièrement, donc avec du stockage aux États-Unis. Et ensuite, à partir du mois d'avril et la mise en œuvre des droits de douane, vous voyez là une baisse très marquée des exportations vers les États-Unis, principalement de l'Union européenne. Et vous voyez que pour la France, c'est beaucoup plus réduit comme impact. Et à partir de l'accord de Turnberry, et quand il y a eu les démantèlements sur l'aéronautique, les médicaments, et puis qui ont été confirmés même après Turnberry, vous voyez qu'à partir de septembre, là aussi, il y a du déstockage, notamment du secteur aéronautique et du médicament, en direction des États-Unis pour la France, donc, qui, contrairement au reste de l'Union européenne, ne voit pas une baisse continue
de ces exportations, mais au contraire à 2 mois de hausse marquée des exportations. Et au final, sur l'ensemble de 2025, on a une baisse des exportations françaises vers les États-Unis de 1% seulement, mais avec un effet quand même d'accélération au quatrième trimestre. Or, si on enlève les chiffres de l'aéronautique, nous subissons quand même une baisse de 13% de nos exportations vers les États-Unis. Alors, les baisses sont très variables selon les secteurs d'activité. Pour le secteur de l'habillement que vous pouvez voir sur ce tableau, je ne sais pas si ma souris est active sur l'écran, mais sur cette ligne-là, vous voyez une baisse de 17% sur le dernier trimestre pour l'ensemble du secteur de l'habillement. Mais sur l'année, vous voyez, on a un total de 1 milliard 100 millions, 1 milliard 122 millions de ventes d'exportation donc vers les États-Unis et on a une baisse de 60 millions. Donc vous voyez que sur l'ensemble de l'année, c'est quand même pas très important. Donc c'est relativement stable et évidemment, il y a tout un temps d'appropriation par les acteurs de l'exportation sur ce cadre réglementaire qui est instable, qui est complexe. Et donc, et encore une fois, je remercie la Fédération de me donner l'opportunité de vous éclairer sur ce cadre juridique qui présente aussi le désavantage d'être fluctuant. Alors, un focus maintenant sur le remboursement des droits IEPA, donc des droits qui avaient été mis en œuvre au mois d'avril 2025. Comment ça se passe? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que déjà, ces droits doivent être remboursés. Il y a une décision de justice et donc l'administration américaine doit les rembourser aux opérateurs qui les ont acquittés. Alors, c'est la douane américaine, le Customs and Border Protection, CBP, dont l'acronyme est détaillé ici sur la planche, qui met en œuvre les modalités pratiques de remboursement. Alors, il y a 2 grands cas de figure à avoir. Vous avez 2 types de déclarations qui sont liées au mode de transport et aussi à la valeur en douane de la transaction. Lorsque vous avez une entrée informelle, c'est-à-dire une importation aux États-Unis d'une valeur inférieure ou égale à 2500 dollars, vous avez fait une déclaration informelle auprès de CBP et comment dire, c'est important de le distinguer des entrées dites formelles, qui sont des entrées souvent par frais traditionnels et qui excèdent 2500 dollars. Ces entrées formelles ont une période de liquidation qui peut aller jusqu'à 314 jours. Donc c'est important. Pendant ces 314 jours, la liquidation n'est pas considérée comme définitive. Pour les entrées informelles, le délai de liquidation est beaucoup plus court parce qu'on s'adresse souvent à du fret express dans ce cas-là. Et la liquidation, elle est le plus souvent immédiate et en tout cas, elle n'excède pas le délai de 10 jours. Voilà. Et c'est pourquoi je vous détaille cela, parce que ce sont ces délais-là qui aujourd'hui sont concernés par la procédure qui a été publiée par CBP tout récemment, puisque, comment dire, nous avons eu les informations en début de semaine et elles seront, ces dispositions, mises en œuvre à compter du 20 avril prochain. Donc, pour tout ce qui est entouré dans le rectangle rouge, donc c'est-à-dire les entrées formelles, donc d'une valeur supérieure à 2500 dollars et de moins de 314 jours, d'une part, et d'autre part, les importations d'une valeur inférieure ou égale à 2500 dollars envoyées par Fret Express et déjà potentiellement liquidées, seront couvertes par la procédure de remboursement mise en œuvre par CBP. J'ajoute
que CBP, au-delà de ces délais, 314 jours et 10 jours, dispose également d'un délai qui lui est propre de 90 jours, pendant lesquels elle peut reliquider les droits de douane. Et donc, tous ces droits-là sont couverts par la procédure de remboursement publiée par CBP en début de semaine. Donc, évidemment, c'est très complexe. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que si vous avez fait l'opération d'importation vous-même, si vous avez une filiale aux États-Unis qui est l'importateur, c'est votre filiale qui va devoir faire la demande de remboursement. A fortiori, si elle a fait directement elle-même la déclaration dans le système de la douane américaine. Si elle est passée, et c'est le cas, c'est 95%, 99% des opérations, par un broker, donc un déclarant en douane ou par un transporteur, c'est celui-ci qui, avec votre numéro d'importateur, pourra faire la démarche dans le système CAPE, qui a été développé par le CBP et qui entrera en vigueur le 20 avril prochain. Il n'est pas encore en vigueur. Alors vous voyez que le rectangle rouge qui recouvre le spectre des déclarations qui sont concernées par les opérations de remboursement au moment où je vous parle, ne couvre pas complètement toutes les déclarations. Donc pour le reste, nous attendons encore les instructions de la douane américaine qui sont attendues, en tout cas d'ici à la fin de ce mois. Tous ces éléments sont publiés sur le site de la douane française et donc je vais revenir là-dessus puisque donc vous pouvez déjà le consulter bien entendu et également je vais vous communiquer les coordonnées des services de douane en France qui au plus près de chez vous peuvent vous accompagner dans ces démarches. La compréhension en tout cas de ces démarches. Alors parce que la douane française est présente sur l'ensemble du territoire national. Vous avez des directions régionales des douanes auprès de vos implantations. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers cette direction. Elles comportent toutes en leur sein des cellules conseils aux entreprises, CCE, qui elles-mêmes sont placées auprès des pôles d'action économique, des directions régionales des douanes. Alors, quand on pense à la douane, on pense souvent au volet contrôle, mais il y a tout un volet accompagnement des opérateurs qui sont là pour vous offrir un diagnostic personnalisé, pour vous guider dans la compréhension du cadre juridique douanier et évidemment le cadre américain que je viens de vous décrire de manière très succincte, et on peut vous faire un accompagnement personnalisé. Bien entendu, je travaille très étroitement avec l'ensemble de ces pôles d'action économique et ces cellules de conseil aux entreprises pour, bien adapter, en tout cas à votre situation, voilà les modalités qui sont applicables. Nous avons au sein de la direction générale un bureau avec lequel j'échange quotidiennement et qui publie justement sur le site de la douane l'ensemble des modalités tarifaires appliquées aux États-Unis. Et puis, j'en fais partie, tout le réseau des attachés douaniers, parce qu'aujourd'hui nous parlons des États-Unis, mais vous avez certainement des ventes qui s'opèrent dans le monde entier. Et donc, vous avez là la carte de nos implantations. Cette carte, elle est présente sur notre site douane.gouv.fr que vous pouvez consulter très utilement et qui vous donne les coordonnées et les adresses mail de l'ensemble des bureaux. J'ajoute d'ailleurs que pour les cellules conseils aux entreprises, vous avez une page du site internet de la douane qui vous donne les coordonnées téléphoniques, mail, etc. Et je vous invite évidemment à vous en rapprocher pour bénéficier de cet accompagnement personnalisé. Alors, je vais faire un focus cette fois aussi sur les mesures de mitigation ou en tout cas de consolidation de vos opérations en direction des États-Unis qui sont le fruit, en tout cas, des échanges que j'ai pu avoir avec des entreprises qui sont présentes
à l'export vers les États-Unis. Et dans le cadre des échanges que j'ai pu avoir, j'ai recensé en fait ici sur la partie droite de la planche ces différentes modalités auxquelles je vous invite à réfléchir. Et évidemment, les CCE sont là pour vous accompagner, le bureau de Washington également, pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces mesures. Il est important, en tout état de cause, de continuer à vous informer sur le site de la douane française des mesures tarifaires qui sont en œuvre aux États-Unis. Vous avez sur la partie gauche les liens hypertexte. Alors, je vais vous partager le support au travers de la fédération, et merci Anne-Laure par avance. Vous pourrez aller voir ces liens, vous renvoient directement vers le site de la douane, site qui est mis à jour en permanence. Voilà, ça nécessite un gros travail, évidemment, de mes équipes ici à Washington, mais également à Paris. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du réseau DGDDI. Je précise que nos actions sont gratuites, c'est un service public, et je vous mets en parallèle les honoraires des avocats américains qui, pour certains, avoisinent les $1000 de l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, on ne se supplantera jamais à un broker américain, c'est obligatoire à l'entrée aux États-Unis d'utiliser les services d'un broker, et vous avez une liste exhaustive de brokers auxquels s'adresser pour faire vos opérations de dédouanement. Mais les services de douane en France peuvent vous donner des outils de compréhension, comme je viens de le faire, et qui sont aussi des outils de négociation avec ces avocats et ces brokers qui parfois ne font pas le nécessaire pour optimiser justement votre taxation à l'entrée sur le marché américain. Donc, mesures d'optimisation ou de mitigation que je vais détailler maintenant auprès de vous. Alors, la première des démarches à faire, c'est de consolider les fondamentaux de taxation douanière que constitue l'espèce, c'est-à-dire le numéro de nomenclature douanière de votre produit, l'origine, donc on en a parlé tout à l'heure, si vous avez des produits qui sont originaires de Chine ou d'Inde, parce qu'ils sont réalisés là-bas, vos produits seront taxés au taux de la Chine ou au taux de l'Inde. L'Inde, on a des taux de taxation qui sont particulièrement importants aussi et très fluctuants. Donc là aussi, vigilance là-dessus. La valeur, eh bien, bonne nouvelle, c'est que les États-Unis acceptent que la valeur qui est déclarée en douane et qui sert d'assiette au calcul des droits de douane soit la valeur de la marchandise au point de départ du pays dont ce produit est originaire. C'est-à-dire, si vous avez un produit qui est originaire de France, c'est-à-dire qui est au regard des règles d'obtention, qui peut être qualifié comme produit originaire de France, eh bien, c'est au point de sortie du territoire français que vous allez arrêter la valeur en douane qui constituera l'assiette déclarée à l'importation aux États-Unis. C'est-à-dire que les coûts de transport postérieurs au point de sortie du territoire français, ainsi que les coûts d'assurance liés à ce transport, ne sont pas à prendre en compte dans l'assiette. Donc, ce sont des éléments qu'il vous faut consolider. Là, les cellules de conseil aux entreprises des directions territoriales douanières pourront vous accompagner dans la consolidation de ces fondamentaux. J'ai eu malheureusement des échanges avec certaines entreprises qui étaient un petit peu négligentes sur le numéro de nomenclature, sur l'origine, etc. Finalement, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, puisque avant la mise en œuvre de ces droits additionnels, je vous rappelle, il n'y avait qu'un droit de 2,5% qui frappait les importations européennes. Donc, il n'y avait pas véritablement d'enjeu. Mais aujourd'hui, l'espèce, l'origine, la valeur, ce sont des éléments fondamentaux qu'il faut consolider de manière à sécuriser la taxation et au passage, sécuriser la réalisation de vos contrats commerciaux. Donc, c'est majeur. Je précise que vous pouvez obtenir des rescrits auprès de l'administration américaine aussi, puisqu'on pourra vous aider dans la détermination de l'espèce, de l'origine de la valeur en France, mais l'administration américaine n'est pas tenue
aussi d'accepter ce que nous vous recommandons comme numéro de nomenclature, comme origine du produit, comme valeur. Elle dispose de sa libre appréciation de ce que nous aurons pu vous fournir. Toutefois, évidemment, vous serez de bonne foi auprès de votre broker ou auprès de votre avocat, dans les déclarations auprès de la douane américaine, quand vous avez consolidé tout ce travail auprès de la douane française. Voilà. Donc, vous avez, là aussi, un lien hypertexte sur les formalités douanières à l'importation aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'adresser à un professionnel, pour réaliser ces opérations de dédouanement. Mais vous avez des grands groupes qui sont reconnus aussi par CBP, parce que ce sont des groupes extrêmement structurés, mais qui disposent de filiales ad hoc pour réaliser ces opérations. Voilà. Autre élément à avoir en tête, c'est que dans vos relations avec vos clients, dans la facturation, vous avez un incoterm. Alors l'incoterm, pour ceux qui n'en sont pas familiers, c'est ce qui régit en fait la facturation du produit acheminé ou dans son mode d'acheminement. Vous avez des facturations qui sont faites à la sortie de l'usine française, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'incoterm ex-works, donc directement en sortie d'usine, mais vous pouvez avoir un incoterm également DDP, Duty Delivery Paid, qui fait porter sur l'exportateur la charge financière de tous les frais jusqu'à la livraison dans les locaux du client. Et donc, beaucoup de clients américains exigent de la part de leurs fournisseurs cet incoterm-là. Bon, là, il y a une discussion commerciale qui se met en place, et tout dépend aussi de la capacité que vous avez à négocier la mise en œuvre de cet incoterm avec votre client. Donc, entre Xworks et DDP, il y a toute une série d'incoterms qui déterminera la somme facturée et les services et la responsabilité, en tout cas, qui pèse sur vous et sur votre client. Voilà, donc ça, c'est un élément très important de la négociation commerciale. Vos services commerciaux, en général, sont très familiers de ces incoterms, sinon vos services logistiques. Troisième élément à avoir en tête, actuellement, et encore au jour où je vous parle, il est possible d'utiliser la règle qu'on appelle la First Sale Rule pour diminuer l'assiette de la valeur en douane dans la déclaration déposée auprès de CBP. Alors, ça consiste en quoi, la First Sale Rule? Dans des grands groupes ou dans des schémas commerciaux, vous pouvez avoir, en plus de la facturation du produit en tant que tel, des facturations additionnelles au profit de filiales de marketing, de filiales de distribution, de filiales de transport, etc., qui viennent s'ajouter, au prix de production du produit. Et la législation américaine, vous permet de soustraire de la valeur en douane déclarée à l'entrée aux États-Unis tous ces frais de distribution, de marketing, etc., et de remonter à la valeur du produit sorti du territoire français. Mais évidemment, c'est facile à faire dans un groupe. Lorsque vous avez des filiales avec lesquelles, il y a une transparence dans les prix, mais lorsque vous utilisez des services d'entreprises tierces à l'importation aux États-Unis pour le transport, pour le marketing, etc., la commercialisation, c'est très difficile de remonter à la valeur du prix d'acquisition au point de sortie du territoire du pays de production. Donc, c'est pas tout le temps évident à mettre en œuvre, mais en tout cas, c'est un levier important que bon nombre de grands groupes ont identifié. Donc, là aussi, on vous accompagne dans la compréhension de cette réglementation, mais elle permet de réduire parfois de manière significative l'assiette de la valeur en douane à l'importation aux États-Unis. Alors, cette disposition est challengée aujourd'hui par le législateur américain qui a bien vu
tout le profit et la réduction, en tout cas, dont pouvaient bénéficier en termes de droits de douane les grands groupes en particulier qui pouvaient mettre en œuvre cette disposition. Et il y a un projet de Last Sale Valuation Act qui est prévu par le législateur américain, alors qui est encore en discussion au Congrès. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que c'est une disposition bipartisane. Et donc, il y a peut-être des chances d'être adoptée. Mais bon, pour l'instant, c'est juste à garder dans un coin de la tête. Mais vous pouvez utiliser les dispositions de la First Sale Rule, en tout cas, au moment où je vous parle. Alors après, vous avez des dispositions qui sont aussi intéressantes. C'est l'obtention d'un statut de Free Trade Zone pour lorsque vous avez des sites de production aux États-Unis, ce qui vous permet de produire en fait dans la zone sans payer de droits, de taxes ni de droits de douane, mais de ne le payer qu'à la sortie et pour ceux qui rentrent sur le marché américain. Vous avez aussi une procédure de duty drawback, comment dire, un processus de remboursement. Alors là, c'est plus tellement intéressant parce que de toute façon, vous avez une procédure automatique de remboursement pour les droits IEPA que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais sachez en tout cas que vous pouviez aussi engager des procédures de demande de remboursement parce que vous avez changé votre classement tarifaire, parce que voilà, l'assiette a changé, l'origine, votre process de production, etc. Donc c'est quelque chose qui potentiellement peut être examiné. Le point suivant concerne les process de production. Alors, je sais que dans votre secteur d'activité, il peut y avoir des productions qui sont réalisées en Chine, en Inde, et le produit fini, finalement, va se voir conférer à l'entrée aux États-Unis une origine indienne ou chinoise. Et du coup, va se voir taxé à des taux qui sont particulièrement importants et en tout cas très certainement plus importants que le taux de taxation frappant les importations européennes qui, je vous le rappelle, seront au pire plafonnées à 15% et qui aujourd'hui sont en moyenne à 12,5%. Donc, élément de réflexion à avoir. Est-ce que dans vos process de production, il n'y a pas intérêt à rapatrier dans l'Union européenne un certain nombre de process de fabrication qui vous permettraient de bénéficier d'un taux européen plus réduit. Et derniers éléments, Anne-Laure, j'entends à nouveau votre micro, je crois. Derniers éléments, la possibilité de bénéficier d'un process de perfectionnement actif européen, donc côté états-unien, ça s'appelle le Temporary Import Under Bond. Donc, vous pouvez importer aux États-Unis temporairement des pièces que vous mettez en œuvre que vous faites réparer, que vous intégrez dans des process de production américains. Et tout ce qui est réexporté et donc ne reste pas sur le marché américain peut bénéficier de la franchise de droits de douane et en tout cas, ce qui vous fait un gain de trésorerie conséquent parce que les modalités de remboursement dans le cadre des procédures de dédouanement américaines sont extrêmement longues. Dernier élément identifié à la faveur des échanges que j'ai pu avoir avec les exportateurs européens et français en particulier aux États-Unis, les demandes d'exemption de droits de douane. Alors là, en général, c'est l'importateur américain qui a de meilleures chances d'être entendu par l'administration américaine ou des associations d'importateurs qui peuvent faire des démarches de demande d'exemption auprès de l'administration américaine au motif que, eh bien, en tant qu'importateur américain ou association d'importateurs, eh bien, en dehors des importations, le marché américain n'a pas de producteurs qui permettent de satisfaire la demande. Voilà donc le dernier élément que je pouvais partager en matière de limitation ou de possibilité de limitation de l'impact des droits de douane dans le cadre américain actuel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis à la disposition, évidemment, de tout un chacun à l'adresse Internet mentionnée ci-dessous. Et je me ferai un plaisir avec mon équipe, que vous pouvez voir en photo ici,
Vous pouvez voir combien elle est nombreuse. Donc, soyez patients aussi pour les réponses et les délais de réponse que nous pouvons avoir. Mais je peux vous dire que chaque demande est traitée, bien entendu. Et n'hésitez pas, en tout cas, à prendre la tâche des directions territoriales des douanes au plus près de chez vous. Et nous viendrons en appui de ces services, évidemment, pour vous accompagner dans vos opérations d'exportation en direction des États-Unis. Je vous remercie pour votre attention.